plus ou moins vrai sur l'énergie, puisqu'en fait, on est quand même encore très loin d'avoir un modèle énergétique qui nous permette d'espérer garder un réchauffement climatique en deçà, c'est-à-dire de ne pas atteindre, de ne pas dépasser les 2 degrés de réchauffement climatique à l'horizon de la fin du siècle. Alors, des problèmes environnementaux, on en a déjà beaucoup. Ils ont des solutions. Toutes ces solutions doivent être poussées à grande échelle. La problématique de l'énergie, elle est particulière, puisqu'en fait, ce n'est pas un problème d'épuisement des ressources. En fait, oui, c'est vrai, on a du pétrole, on a du charbon, on a plein de choses dans la planète Terre. Mais si on les exploite, ces énergies fossiles, eh bien, dans ce cas-là, on peut être entre 6 et 11 degrés de réchauffement climatique. C'est-à-dire, si on exploite toutes les réserves, en particulier de charbon, mais aussi de pétrole trouvées, donc même rien que celles qui sont déjà identifiées, alors on est à un réchauffement climatique qui paraît extrêmement dangereux pour la planète Terre. Ce que dit souvent, ce que dit l'assureur AXA, le patron d'AXA, c'est qu'un monde à 2 degrés est probablement assurable, un monde à 4 degrés ne l'est plus. Donc, à partir de là, je pense qu'on peut mesurer, chacun d'entre nous, ce que ça veut dire dans les économies assez confortables dans lesquelles nous vivons, que si on ne peut plus assurer un certain nombre de choses parce que le monde est devenu trop imprévisible, et bien dans ce cas-là, il y a un certain nombre de modèles qui ne vont plus fonctionner. Or, notre vieux modèle, il est shooté aux énergies fossiles. Alors, et c'est vraiment le sujet du jour, c'est à la fois en une petite session, on va essayer de vous montrer comment d'une part, nous sommes shootés aux énergies fossiles, mais qu'en fait, ce vieux modèle est déjà quasi exsangue, en tout cas pour le charbon. Et puis, comment effectivement s'inventent d'autres modèles sur les énergies renouvelables. Et enfin, comment on pourrait, d'abord, comment certaines entreprises sont en train d'inventer d'autres technologies pour pouvoir passer ce cap-là, et puis comment on pourrait financer à grande échelle ces nouvelles technologies. Alors moi, je suis Anne-Catherine Husson-Traoré, je dirige Novetic, qui est un média expert de l'économie responsable, et pour illustrer tout ça, on vient de lancer une appli web, un widget, qui est dédié, qui s'appelle Carbon Risk, et qui est téléchargeable sur notre site, qui est embeddable, comme on dit, c'est-à-dire qu'on peut le placer sur de nombreux sites qu'il désire, où on peut, en quelques cartes, en quelques planisphères, montrer à la fois, on voit comment toutes les économies mondiales sont shootées aux 3 énergies fossiles principales que sont le gaz, le charbon et le pétrole, quelles sont les réserves qu'il faut laisser dans le sol, et puis comment les États, avec les engagements qui sont pris dans le cadre de la préparation de la COP21, quelles sont la puissance de ces engagements. On a recalculé tous ces engagements pour pouvoir les comparer et pour pouvoir réaliser aussi jusqu'où ces engagements étaient à la hauteur de leurs émissions actuelles et aussi à la hauteur des moyens qu'ils pourraient avoir sur l'adaptation. Et puis, qu'est-ce que font les investisseurs ? Et c'est ça qui est un sujet clé dont on va parler aujourd'hui, c'est que la planète finance, elle tourne plutôt bien, elle a beaucoup d'argent, et cet argent-là est un des moyens assez importants de financer la transition énergétique, puisque en fait, il y a des liquidités disponibles. La question est de les orienter vers le financement d'une économie plus verte. Donc c'est aussi ça dont on va parler ce matin, c'est le fait alors en bon français, on appelle ça « shifter the trillions », mais l'idée, c'est de détourner le flot qui va aujourd'hui beaucoup sur les énergies fossiles et de stopper le flot qui va vers les énergies fossiles et de le réorienter vers les énergies vertes. Alors, c'est vraiment quelque chose de très important qui est à l'œuvre un peu partout. On a aujourd'hui, et dans le cadre de la COP21, il y en a de plus en plus tous les jours, des acteurs financiers qui expliquent qu'ils intègrent le changement climatique dans leur politique d'investissement. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire plus accessible pour vous, de vous montrer effectivement que chacun peut comprendre ces enjeux-là et se réapproprier l'énergie. Alors, on va faire pour vous faire toucher du doigt ce qu'est la transition énergétique, on a donc 3 intervenants. Chacun d'entre eux va vous parler, vous expliquer ce qu'il a à vous dire ce matin. Après, on prendra une série de questions et puis on pourra faire trois sessions successives. Alors, la première, ça sera avec Liu Xiu-Sams, de Carbon Tracker Initiative, qui est un think tank britannique qui a une success story absolument incroyable, puisque en quelques années,
Ils ont réussi à traduire en langage financier le changement climatique. Et comme ils parlaient en langage financier, comme quoi ça reste toujours des sujets de communication, eh bien la planète finance les a entendus en grande partie. Et la planète finance, elle est mondiale aujourd'hui. Donc la visibilité de leurs travaux, en particulier sur le risque financier associé aux 22 000 milliards de dollars que représente l'estimation financière actuelle des réserves d'énergie fossile, est un risque de dépréciation massive. Il va vous expliquer ça. Ensuite, on va avoir Emmanuel Soulias, qui lui n'en est pas à 22 000 milliards de réserves d'actifs, mais incarne avec Enercop la capacité en France de pouvoir décider d'être approvisionné, ce que chaque citoyen peut faire, de recevoir de l'énergie 100% renouvelable. Il va vous expliquer comment ça se fait. Et puis on terminera avec Marc Roquette, qui a un peu plusieurs casquettes, puisqu'il incarne une entreprise de la région qui est particulièrement, qui a développé, qui est un des spécialistes mondiaux du traitement des matières végétales, en particulier tout ce qui concerne la transformation des pommes de terre, maïs, enfin, et qui a mis en place qui est un des leaders de ce qu'on appelle la chimie verte, c'est-à-dire aussi, la chimie est souvent vécue comme un secteur porteur de problèmes, mais en fait, il est aussi porteur de solutions. Donc ça, c'est son activité professionnelle, on va dire. Et puis, en tant que scientifique, il est aussi dans de nombreuses organisations, et il vient de prendre en particulier la présidence d'Okavango. Alors, Okavango, il est membre de l'Académie des technologies, voilà. Et Okavango, c'est vraiment aussi la façon dont on peut travailler ensemble à faire plus d'efficacité énergétique. Donc là, il vous expliquera aussi quelles sont ses idées sur le sujet. Alors, on va commencer tout de suite avec Liu Xu-Sams, qui va vous parler de charbon et du fait que le modèle économique du charbon est en train de s'écrouler à une rapidité assez surprenante, mais extrêmement importante. Liu, it's your turn. Hello. Bonjour. Oui, c'est un peu bizarre de parler de risques comme ça au début de la séance. Lorsque l'on parle des risques que nous voyons dans le secteur des combustibles fossiles, on parle surtout du secteur des combustibles en général. Donc, on oublie parfois le charbon et tout ce qui tourne autour de ce domaine. Donc, je vais parler d'un certain nombre de choses sur la base de tableaux. Si vous regardez le graphique ici, ben voilà l'industrie du monde, et le problème est un problème d'approvisionnement. C'est pas qu'il n'y ait pas assez de pétrole, on dit toujours qu'il y a assez de pétrole qu'on connaîtra jusqu'à la fin de nos vies. Le problème avec le pétrole, c'est que est-ce que ces sociétés peuvent fournir les choses et les mettre sur le marché et quand même gagner de l'argent? Ben voilà, c'est une des raisons pour lesquelles il y a le pétrole, c'est pour avoir de l'argent. Et ça, bon, même là, c'est en danger. Donc, ce que vous avez en rouge là, c'est les dépenses des 9 plus grandes sociétés pétrolières au monde depuis 10 ans. Et vous voyez que ça a augmenté de manière assez continue. Maintenant, si vous êtes un actionnaire ou un investisseur, vous voudrez bien avoir un retour sur l'investissement. C'est-à-dire, vous voudriez que l'on produise davantage de pétrole. Et là, vous voyez en vert les niveaux de production qui diminuent dans ce domaine. Et la raison en est que les sociétés doivent aller de plus en plus loin pour essayer de trouver du pétrole. Et ces endroits sont très difficiles d'accès. C'est difficile d'aller trouver le pétrole dans le sol de plus en plus profondément. Par exemple, Shell, je ne sais pas si vous avez vu, mais Shell s'est retiré d'un projet multi-annuel parce que c'était un projet
qui représentait 8 milliards de dollars pour essayer d'avoir du pétrole dans des régions très éloignées de tout. Et finalement, le pétrole qu'ils ont eu n'était pas très intéressant. Donc, ils étaient en perte. Et ça, c'est le problème qu'on a vu un peu partout dans le secteur. Et on dit aux investisseurs très souvent de ce qu'il se passe dans ces sociétés pétrolières. Alors, vous avez aussi à droite l'industrie du charbon. Le charbon qu'on ne voit plus beaucoup dans le monde. Vous voyez les deux lignes, l'indice mondial et l'autre, l'indice de l'énergie mondiale. La ligne qui descend, eh bien, c'est le charbon et ça a été diminué de moitié depuis quelques années. Et ça, c'est le résultat de ce qu'on a vu dans notre think tank, c'est qu'il y a eu un déclin de la demande de charbon parce que la demande, eh ben, elle n'est plus là. Et donc, nous voyons dans les pays de l'OCDE et en particulier en Europe et en Amérique qu'il y a de moins en moins de demandes et ça, c'est à cause de réglementations sur la qualité de l'air, l'efficacité des combustibles, etc. Et donc, les sociétés charbonnières ont dû se tourner vers les pays hors OCDE, en particulier la Chine. Et c'était dans une telle mesure que ces sociétés se sont dit, bon, ben, peut-être qu'il y a quand même un potentiel là. Et donc, à gauche, en bas, vous voyez la demande qui a complètement changé en Chine. Mais depuis à peu près 2000, je dirais que cette augmentation était de 8%. Et donc, vous imaginez bien que les entreprises ont trouvé ça très intéressant. Et depuis 2 ans, on voit que cette courbe c'est inversé. Il y a eu une petite diminution de la demande. Mais il faut savoir que la Chine consomme la moitié du charbon du monde. Donc, si ce n'est plus un produit consommé, là, ça va être un grand changement. Et donc, beaucoup d'investisseurs n'ont pas encore internalisé ça. Ils n'ont pas vraiment compris encore. Et ils n'ont pas encore mis ça dans un modèle d'entreprise. Donc, c'est un changement énorme dans la direction de cette courbe. Et donc, bon, l'économie avait beaucoup augmenté, la population augmente très rapidement, et il faut tenir compte de ça. Mais l'Inde, c'est un autre pays. Et là, l'Inde est assez pauvre. La manière dont les subventions sont faites, elles sont faites par le gouvernement dans le charbon, l'importation de charbon. Bon, il y a beaucoup de pays qui voulaient envoyer leur charbon en Chine, mais maintenant ils l'envoient en Inde. Mais finalement, en Inde, ça ne fait pas augmenter beaucoup les importations. Donc, on voit beaucoup de sociétés cotées en bourse, des sociétés dans lesquelles vous avez des fonds de pension où vous avez investi, sont quand même responsables vis-à-vis de leurs investisseurs. Et donc, finalement, ils doivent tenir compte de cela. Donc, ça va apporter un grand changement parce que maintenant, ils doivent aller voir leurs investisseurs et dire, bah, écoutez, notre modèle, bah, finalement, il ne fonctionne pas si bien. Donc, la résistance est assez forte et on dit aux actionnaires qu'il y a un certain nombre de défis. Et la raison pour laquelle c'est très important de changer le modèle que nous avons, c'est-à-dire le pétrole par rapport au charbon, c'est lorsque vous voyez ce qui se passe avec l'énergie, la transition vers un avenir sans beaucoup de carbone est là, c'est clair. Avec le progrès, avec les nouvelles énergies, avec les technologies, avec les véhicules électriques, etc. Est-ce que vous savez ce qui va se passer dans 10 ans, lorsque les choses vont être toutes ensemble et ça va faire un nouveau phénomène? Donc, voilà un exemple. Mais quelle que soit la période, la technologie a apporté des nouvelles choses. Et il faut en tenir compte, c'est une transition. Là, vous voyez la 5e avenue à New York, l'une en 1900
Donc là, vous ne voyez pas une seule voiture, ce sont toutes des voitures à chevaux. Et 13 ans après, vous ne voyez plus un seul cheval, ce sont toutes des voitures. Donc ça, c'était en 13 ans. Donc vous voyez à quelle vitesse la technologie peut changer les marchés et faire des anciennes industries quelque chose de complètement dépassé. Alors, je sais qu'il est tôt, mais normalement, Lio qui a dû vous réveiller. Est-ce que vous avez des questions à lui poser là-dessus? Je peux peut-être rajouter une petite information pour vous donner l'enjeu des changements rapides qu'il se passe. Il y a des centrales à charbon Greenpeace, que vous connaissez, j'imagine, a proposé de racheter des centrales à charbon, Greenpeace Suède, pour ne pas les exploiter. Et donc, pour vous situer à quel point on est en train de changer de monde, la stratégie des ONG environnementales, c'est de dire finalement, on va essayer de racheter le charbon pour l'empêcher d'être exploité. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui, non, peut-être, petite. Charbon, pétrole, ça va venir avec les autres? In English, maybe? No? Bon, alors on va passer à la partie énergie renouvelable, comme ça va vous mettre en jambe, on va dire. Donc Emmanuel, tu veux rester là ou tu veux... Je vais me lever. Merci Anne-Catherine. Ça va Lille? Voilà, j'avais très envie de faire ça. Très bien. Alors moi je vais vous parler d'Enercop, qui est l'entreprise que j'ai le plaisir de diriger. Et en vous parlant d'Enercop, je vais donc vous parler d'énergie renouvelable et de vous présenter une façon parmi d'autres, deux façons parmi d'autres de répondre à la question qui est posée, qui est le financement des énergies renouvelables. Alors Enercop, j'ai pas de slide à vous présenter, c'est juste une capture d'écran de notre site internet. Enercop, il y a plusieurs façons de décrire ce que c'est. La première façon, c'est de dire que c'est une coopérative. Donc c'est une entreprise qui se situe dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. C'est plus précisément une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette entreprise n'a pas d'actionnaire à rémunérer. L'ensemble des profits qui sont faits par cette entreprise sont réinvestis dans le développement lui-même de l'entreprise et puis dans des réserves impartageables. Ce qui est important dans cette présentation, dans ce point que je viens de dire, c'est qu'il n'y en a pas d'actionnaires, mais on a des sociétaires. Et qu'est-ce que c'est que des sociétaires d'une coopérative? C'est des clients ou pas clients qui choisissent de prendre une part au capital d'Enercop, donc la part est à 100 €. Et en prenant cette part dans Enercop, eh bien, elle constitue le capital social et les fonds propres d'Enercop qui permet à la coopérative de se développer. Aujourd'hui, le capital social d'Enercop, c'est à peu près 5,7 millions d'euros. C'est peu par rapport aux 22 000 milliards d'euros, et tu as bien fait de le signaler, Anne-Catherine, mais c'est fort parce que ça veut dire qu'on a 15 000 sociétaires, 15 000 personnes qui ont choisi de mettre au moins 100 € au capital pour aider au développement de cette coopérative. Donc c'est un premier moyen de développer une entreprise, c'est de pouvoir mettre une part au capital, alors en étant actionnaire ou sociétaire. La différence, c'est que le sociétaire, il est impliqué dans la gouvernance, il est impliqué dans les choix stratégiques que prend la coopérative, en élisant ses représentants, notamment au conseil d'administration. Deuxième façon de présenter Enercop, parce qu'il va vous sembler que je suis un peu loin du sujet. Enercop, c'est un fournisseur d'électricité. Donc comme EDF, comme Engie, comme Planet Oui, comme Direct Energy, mais qui a une spécificité, c'est que l'électricité que propose Enercop est 100% renouvelable. Qu'est-ce que ça veut dire 100% renouvelable? Ça veut dire que quand vous êtes client d'Enercop, chaque kilowattheure que vous consommez, chaque électron que vous consommez, eh bien en amont, il a été produit par des énergies renouvelables. En l'occurrence, des projets hydrauliques, des projets éoliens, des projets photovoltaïques et des projets biomasse. Pas de gaz, pas de pétrole, pas de nucléaire, pas d'énergie fossile de manière générale. Donc ça, c'est la deuxième spécificité. Alors c'est
un peu compliqué quand on rentre dans le détail parce que l'électricité que vous consommez chez vous, elle n'est pas directement amenée par Enercop, on passe par un réseau de distribution qui est un monopole en France, mais notre engagement, c'est de faire en sorte que chaque électron consommé est en amont produit par des producteurs d'énergie renouvelable. La troisième spécificité, c'est qu'Enercop est un projet qui a vocation à devenir de plus en plus local. Enercop s'est créé il y a 10 ans, c'était une coopérative. 10 ans plus tard, il y a 10 coopératives dans le réseau Enercop, dont Enercop Nord-Pas-de-Calais-Picardie, qui est présente ici. Et à terme, il y en aura 14, 20, voire un peu plus. Pourquoi créer des coopératives locales? Eh bien parce qu'on est dans une dynamique de circuit court et d'appropriation démocratique de la question de l'énergie. Le système énergétique en France est très centralisé, avec une gouvernance particulière, pas forcément toujours très transparente, et avec une capacité pour les citoyens de donner leur avis qui n'est pas toujours évidente. Le projet d'Enercop, c'est de dire, à terme, localement, et il va falloir définir le niveau local, aujourd'hui c'est des régions, demain ça peut être des communautés de communes, des départements, voire des villes, eh bien, quelqu'un pourrait être client d'Enercop Lille, par exemple, et Enercop Lille, ce sera une coopérative qui mettra en direct les producteurs d'énergie renouvelable dans l'agglomération de Lille et les consommateurs de cette propre énergie. Donc on est sur des dispositifs et des systèmes que vous connaissez probablement, mais on est bien dans cette dynamique d'économie locale, d'économie circuit court, voire même d'économie circulaire. Voilà, donc de trois manières différentes, j'ai présenté Enercop. Aujourd'hui, Enercop, c'est une toute petite chose par rapport au marché de l'électricité en France. On a à peu près 35 millions de points de consommation d'électricité en France. Il y a deux acteurs prépondérants, EDF et Engie, et EDF de manière très très prépondérante. Et Enercop aujourd'hui a 26 000 clients et 15 000 sociétaires, je l'ai dit. Donc c'est une entreprise toute petite, mais qui se développe beaucoup. Notre objectif, c'est de multiplier au moins par 6 le nombre de nos clients à horizon 2020, c'est-à-dire dans finalement assez peu de temps. De multiplier le nombre de nos sociétaires également. Voilà, on a un chiffre d'affaires d'à peu près 25 millions d'euros, 80 collaborateurs qui travaillent chez Enercop, la moyenne d'âge est 30 ans, c'est assez jeune, et plutôt des collaborateurs motivés. Alors, une fois que je vous ai présenté Enercop, je crois que j'ai tissé déjà un élément de réponse par rapport à la question qui est posée. Aujourd'hui, la manière qu'ont les citoyens, et c'est notre cible, hein, c'est les citoyens, qu'ont les citoyens de contribuer à l'émergence des énergies renouvelables, eh bien, c'est de pouvoir, première piste, choisir l'électricité et l'énergie qu'on consomme. Aujourd'hui, tout le monde ne le sait pas. On peut, comme on peut changer de fournisseur de téléphonie, comme on peut changer de banque, comme on peut changer d'assurance, eh bien, on peut changer de fournisseur d'électricité. Donc aujourd'hui, le citoyen, il a le choix de dire, moi, l'électricité que je consomme, je ne veux pas d'énergie fossile dedans, je ne veux pas d'énergie nucléaire dedans, je veux des énergies renouvelables. Ça, c'est une manière simple parce que c'est un signal qu'on envoie au marché, c'est un signal qu'on envoie aux fournisseurs d'électricité, c'est un signal qu'on envoie aux régulateurs, au pouvoir public, de dire, moi, en tant que citoyen, de la même manière que je peux choisir une alimentation biologique, de la même manière que je peux choisir des vêtements respectueux de l'environnement et produits pas trop loin, eh bien, je peux choisir une électricité qui est 100% renouvelable. La deuxième manière de concourir au développement des énergies renouvelables, c'est de le financer. Donc j'ai dit qu'on peut devenir sociétaire de coopératives, parce qu'on n'est pas les seuls qui sont dans le domaine de la production de l'énergie et ou de la consommation de l'énergie. On peut aussi souscrire des parts dans des fonds qui se mettent en place aujourd'hui. Alors il y en a beaucoup, vous entendez certainement parler du crowdfunding, il y a des sites qui flèchent l'investissement des citoyens vers des projets particuliers. Il y a beaucoup de projets d'énergie renouvelable qui se mettent en place actuellement. Enercop, pour revenir à Enercop, est impliqué dans un projet qui s'appelle Énergie partagée. C'est un fonds d'investissement qu'on a créé avec la NEF, qui est une banque éthique, et puis un cabinet de conseil en photovoltaïque. Et l'idée de ce fonds, eh bien, c'est de recueillir de l'investissement citoyen. Aujourd'hui, 8,5 millions d'euros, à la fin de l'année, 10 millions d'euros, et en 2020, 25 millions d'euros. Et ce fonds, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il investit dans les projets d'énergie renouvelable dès l'amont, et il implique les citoyens dans la gouvernance des projets. Et ça, c'est un élément important, et c'est une boucle plutôt vertueuse. Le citoyen peut financer les énergies renouvelables, peut bénéficier de leurs fruits, et peut participer à la gouvernance
Je vais vous donner une illustration, un exemple qui est assez, révélateur de ce que ça peut produire comme effet positif. Vous savez qu'il y a beaucoup d'associations et de manière générale beaucoup de gens qui sont plutôt sceptiques vis-à-vis des éoliennes, voire très critiques, voire anti-éoliens. Donc on entend tout un tas d'arguments généralement farfelus, mais il faut les entendre. Ce qu'on constate, c'est que les riverains d'un projet d'éolien sont toujours effectivement un peu gênés par le fait qu'on vienne installer un parc éolien à 300 mètres, 500 mètres, même 1 kilomètre de chez eux. Si en revanche, dès l'amont de ce projet, on les implique dans le projet, on leur propose de participer au financement de ce projet, on leur propose de participer au choix sur l'implantation, sur la production, sur le tarif, eh bien la posture est totalement retournée. On est sur cette idée de on vient nous piquer notre vent avec des éoliennes installées par des intérêts économiques qu'on ne connaît pas du tout. Et c'est pas du tout la même chose de dire moi je m'implique et de manière active et citoyenne et proactive, eh bien je participe à ce projet. Voilà. Donc je voulais juste vous présenter Enercop, cette capacité qu'ont les citoyens aujourd'hui de s'impliquer dans le financement des énergies renouvelables. C'est bien évidemment pas du tout exhaustif, ce que je vous dis là. Il faudrait que je vous parle de plus de projets, du crowdfunding, d'autres manières de financer les énergies renouvelables. Peut-être qu'Anne-Catherine peut compléter parce qu'elle connaît bien le sujet. Je ne vous ai pas non plus parlé de la part des énergies renouvelables aujourd'hui dans le mix énergétique français. Il est faible, il est de 13% je crois à peu près, sachant qu'on a une part du nucléaire qui est de 75%. Et la question que la collectivité dans son ensemble doit se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui l'énergie nucléaire est une énergie qui est encore compétitive ? Certains éléments laissent penser que non, quand on regarde le surcoût de l'EPR qui a été chiffré à 10 milliards d'euros, le surcoût, pas le coût total sur la construction de ce nucléaire de deuxième génération, quand on regarde les déboires d'Areva et ce que ça va impliquer probablement en termes de reclassement d'emplois et de restructuration industrielle avec EDF. Donc le nucléaire aujourd'hui, est-ce une technologie rentable ? C'est pas certain. Est-ce une technologie sûre ? En France, on dit que oui, et on a probablement raison de dire oui, parce qu'on a des ingénieurs très qualifiés et tout un tas de dispositifs de contrôle et de sécurité. Toutefois, vous connaissez Tchernobyl, vous connaissez Fukushima, il y a d'autres exemples qui datent depuis beaucoup plus longtemps, et donc on peut penser que c'est une technologie qui n'est pas à 100% sûre. Et puis il y a un troisième point, c'est la fin de vie des déchets. Aujourd'hui, c'est une question qui n'est pas abordée correctement, de manière transparente. On a des centrales nucléaires qui, un jour ou l'autre, arriveront en fin de vie. Il va falloir s'occuper des déchets qui ont une durée de vie qui se compte en dizaines de milliers d'années, et donc avec des risques associés. Et je reboucle par rapport à la question de la compétitivité. Cette question-là, elle n'est aujourd'hui pas intégrée dans le coût de l'énergie et de l'électricité en France. Vous savez que l'électricité en France est une des plus basses, des moins chères d'Europe, ce qui est très bien pour le consommateur français, mais ça ne reflète pas les vrais coûts de l'électricité. Donc on est face à une réflexion collective qui peut nourrir les débats de la conférence climat, même si la conférence climat se focalise uniquement sur les émissions de gaz à effet de serre, et ce n'est pas tout à fait la même exhaustivité de prise en compte des impacts globaux. On est dans une situation où on doit se poser la question de savoir est-ce que de la même manière que l'État français, il y a des dizaines d'années, a investi massivement dans le nucléaire pour en faire une force et pour pouvoir assurer son indépendance énergétique, est-ce que ça n'est pas le moment de se questionner si l'État français, et poussé en cela par des directives et des réflexions en Europe, pourrait investir massivement dans les énergies renouvelables avec un retour sur investissement qui serait probablement bon, mais ça veut dire un changement, ça veut dire une mutation et c'est jamais simple. Voilà, merci. Merci beaucoup Emmanuel, on peut l'applaudir aussi. Tu as le droit de te rasseoir. Peut-être une question complémentaire pour encourager les autres à en poser. Sur la question effectivement des renouvelables, bien souvent, dans la mesure où c'est une part assez faible en France, est-ce que finalement, si je passe chez vous, je ne vais pas avoir des ruptures d'approvisionnement? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que la lumière vient bien arriver chez moi? Et puis, quelles sources vous avez? Et est-ce que effectivement, si vous avez de plus en plus de clients, vous pourrez toujours garantir ce 100% renouvelable dans le contexte que tu viens de décrire? C'est des questions qui reviennent régulièrement. Donc la première, est-ce que si je change de fournisseur d'électricité, j'aurai toujours de l'électricité, même si je consomme beaucoup? C'est un peu la même réponse que si vous changez de fournisseur de téléphone, est-ce que j'aurai toujours le téléphone? Donc il peut y avoir des problèmes avec votre box, mais globalement, le réseau est présent. Sur l'électricité, c'est un peu la même chose.
En France, on a une particularité, c'est que le réseau de distribution de l'électricité, c'est un monopole, il n'y en a qu'un. Enfin, il y en a deux. Il y a un réseau grande ligne et un réseau de proximité. Le réseau de proximité, il s'appelle ERDF, à ne pas confondre avec EDF, c'est deux choses bien différentes. Et donc, la manière dont ça se passe, c'est que les producteurs injectent de l'électricité sur ce réseau EDF, et puis les fournisseurs d'électricité vendent à des clients finaux, et donc c'est soutiré à différents points du réseau. Donc, il y a tout un tas d'installations énergétiques nucléaires, fossiles, renouvelables qui injectent dans le réseau. Les électrons, après, ils vivent leur vie. Et puis vous, chez vous, eh bien, quand vous allumez votre interrupteur, vous avez de l'électricité qui vient du réseau. Donc en fait, il n'y a pas de traçabilité, j'allais dire mécanique directe. Il y a d'autres systèmes de traçabilité, mais il n'y a pas de traçabilité physique, mécanique de l'électricité. Donc la question de la rupture, elle n'est pas liée au fournisseur avec lequel vous avez souscrit. Elle est liée à la capacité qu'a le réseau en un temps T d'avoir autant d'électricité disponible que les 35 millions de foyers et entreprises en consomment. Est-ce que justement, d'ailleurs, dans les deux régions où il y a le plus de problèmes de rupture, qui sont, à ma connaissance, la Bretagne et la Corse, il y a justement l'émergence de plus de projets renouvelables? Est-ce que vous avez une logique de région? Est-ce que c'est des régions où, du coup, cette sensibilisation à ce que ça veut dire la rupture d'approvisionnement énergétique, ce que connaissent très très bien les pays émergents, où effectivement il faut savoir qu'aujourd'hui on est aussi dans un luxe, Emmanuel évoquait le luxe du fait de le payer moins cher que dans d'autres pays, mais on a un autre luxe, c'est quand même globalement, on a tous les jours l'énergie dont on a besoin et on en consomme énormément. Dans plein de pays, il peut y avoir 2 heures de rupture par jour et ça pose énormément de problèmes personnels et évidemment économiques. Pour en revenir à ce qu'on disait, la question de justement, est-ce que dans ces régions-là, il y a plus de crowdfunding, plus de projets collectifs ou pas, finalement? Je ne sais pas si on peut faire une corrélation entre ce que tu as évoqué, c'est-à-dire la rupture et le dynamisme en matière d'énergie renouvelable. Nous, ce qu'on constate sans surprise, hein, c'est qu'il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets hydrauliques. Alors, effectivement, il faut qu'il y ait du dénivelé, donc c'est plutôt Rhône-Alpes et c'est plutôt les Pyrénées. Et il y a des régions qui sont, j'allais dire, quasi naturellement plus sensibles à ces questions, plus militantes. Tu citais la Bretagne. La Bretagne est très fière d'avoir aucune installation nucléaire sur son territoire. Et de facto, on constate qu'on a Enercop en Bretagne. Il y a un dynamisme particulier. Il y a tout un tas d'initiatives, Enercop ou pas Enercop d'ailleurs, hein, autour des énergies renouvelables. Il y a des projets éoliens, il y a des projets photovoltaïques, il y a beaucoup de projets en biomasse, parce qu'il y a beaucoup d'agriculture et d'élevage, notamment en Bretagne. Donc voilà, il y a des dynamismes régionaux qui se mettent en place. Alors soit ils sont liés à des caractéristiques physiques, j'ai beaucoup de vent, j'ai du dénivelé ou j'ai de l'ensoleillement, soit ils sont liés à des j'allais dire, des prises de conscience collectives peut-être un peu plus affirmées. Il y a aussi la question des moyens financiers, parce que pour qu'un citoyen puisse choisir d'investir dans des énergies renouvelables, il faut qu'il soit probablement un peu plus à l'aise avec cette question-là. Donc il y a des disparités qu'on voit d'une région à d'une autre, mais on n'a pas de traçabilité précise. Et puis la deuxième question que tu avais posée, c'était est-ce que finalement on va pouvoir faire face à une demande qui augmenterait de façon très significative de 100% renouvelable? Alors aujourd'hui, on a énormément de marge, hein. On n'est pas en risque de ne pas avoir suffisamment de production d'énergie renouvelable par rapport à un afflux de consommation. Mais si d'aventure, demain, il y avait, je ne sais pas moi, la moitié des clients d'EDF qui voulaient une offre 100% renouvelable, d'abord, il faut le dire, hein, tous les électriciens, tous les fournisseurs aujourd'hui proposent une offre verte. Donc en toute honnêteté, je le dis, mais ce n'est pas une offre 100% renouvelable puisqu'elle est à côté d'un autre mix énergétique. Et d'autre part, aujourd'hui, il y a des investissements significatifs dans les énergies renouvelables. Donc on est plutôt confiant sur le fait que la courbe de consommation ne sera jamais vraiment en décalage par rapport à la courbe de production. Mais là encore, la demande peut provoquer l'offre, hein. C'est bien ça, ce cycle vertueux, c'est-à-dire plus il y a de gens qui sont sensibles à cette question et font le choix de dire moi je souhaite concrètement avoir une traçabilité sur la production de l'électricité que je consomme, et bien ça va créer une logique de marché. Enfin, c'est assez classique. Alors ce qui est important en fait peut-être de souligner, puisqu'on parle de l'économie de demain, c'est que dans les engagements que prennent les grandes entreprises multinationales autour du climat dans le cadre de la COP21, il y a un site qui s'appelle We Mean Business, .org, je pense, qui liste le type d'engagement qu'elles ont pris et quelles entreprises ont pris quels engagements. Et dans ces engagements, il y a le 100% renouvelable. Et donc là, on est effectivement sur des échelles beaucoup plus grandes, puisque c'est des groupes de mémoire comme Ikea, par exemple, qui s'est engagé à avoir 100%
d'approvisionnement en énergie renouvelable. Donc on est quand même dans une tendance extrêmement forte qui est de dire il faut passer à la vitesse supérieure et il faut effectivement y arriver. Alors, est-ce que je tente ma chance et je vous propose encore de poser des questions? Ah, bah voilà, c'était trop tôt le matin. Donc, plutôt dans ce rang-là, en fait. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais dans quelle mesure les énergies... Dans quelle mesure les énergies que vous fournissez sont complètement propres? C'est-à-dire que dans toute énergie, il y a toujours une partie de pollution. Dans ce qui est photovoltaïque notamment, il y a pas mal de composants qui ne peuvent pas être recyclés, qui sont encore polluants actuellement. Comment est-ce que... vous dites qu'elles sont renouvelables, et effectivement elles le sont, mais dans quelle mesure est-ce que ce sont des énergies vraiment propres? Alors, on va prendre votre question, puis comme il y en avait une ou deux autres juste à côté de vous, on va les prendre aussi. Je vais prendre 2, 3, puis après on recommencera, parce que après on va les perdre. Mademoiselle avec les lunettes. Ah, pardon. Je reviens un petit peu sur la question de la rupture et la réponse que vous avez formulée par rapport au fait qu'effectivement il n'y a pas de traçabilité. Et du coup, je me posais la question, comment vous faites face au pic de consommation? Est-ce que vous devez à EDF, enfin ou ERDF, d'émettre suffisamment de quantité à chaque instant, ou est-ce que vous devez émettre une quantité d'énergie moyenne sur un temps donné? Alors, dernière question, puis après on fera un nouveau tour. Alors, mademoiselle, donc avec des lunettes toujours. Bonjour. Alors j'ai une question très terre à terre, mais on sait que quand on veut consommer durable, en règle générale, ça coûte un peu plus cher aux consommateurs. Et je voulais savoir en pourcentage à peu près combien ça représentait d'augmentation pour les citoyens qui voulaient se fournir en énergie durable. Merci. Alors Emmanuel, donc traçabilité, pic et prix. Alors la première question sur la pollution, enfin sur les impacts environnementaux des énergies renouvelables, il faut se dire tout de suite qu'aucune technologie n'est 100% propre, c'est déjà une première chose, et comme ça on se met à l'aise par rapport à ça. Donc effectivement, il faut construire des éoliennes, effectivement il faut construire des barrages avec tous les impacts qu'on connaît, effectivement il faut produire des panneaux photovoltaïques, et puis la question de la fin de vie, donc tout ça c'est vrai, c'est des impacts environnementaux. C'est tout de même moins impactant, et on le voit bien, que des énergies fossiles ou des énergies fissiles, que ce soit en termes de pollution en amont, tout le long du cycle de vie d'ailleurs, en amont, pendant et en aval. Après, bon, je pense que c'est bien de se poser cette question-là. À partir du moment où on souhaite avoir une électricité qui, j'allais dire, pollue le moins possible, après c'est un cycle vertueux. Donc l'amélioration des technologies, leur efficacité de plus en plus grande, elle ne sera possible que si ces technologies prennent de l'ampleur, si des moyens sont investis dans la R&D, s'il y a un marché pour les écouler. Et je crois que c'est ça la capacité qu'on peut avoir de réduire les impacts environnementaux de ces technologies-là, c'est de leur donner de l'essor, c'est de les financer, et puis d'avoir une conscience collective. Et c'est très bien que vous posiez la question, qui est de dire on ne va pas reproduire avec d'autres technologies ce qu'on a vécu avec d'anciennes technologies. Soyons vigilants le plus possible à tous les impacts environnementaux, du sourcing jusqu'à la fin de vie. Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que le sujet qui est en train de monter, qui semble vraiment primordial, c'est la logique d'efficacité énergétique, ce qu'on appelle les négawatts, ou le fait que de dire que la meilleure émission de CO2, c'est celle qui n'est pas émise du tout. Et donc effectivement, et ça c'est vraiment une question ouverte dans nos sociétés, il y a énormément de travaux qui sont en cours, et c'est un des sujets, par exemple, dans le financement, aujourd'hui, la palette des financements verts, c'est investir dans des modèles qui permettent de l'efficacité énergétique à peu près partout. Et on a d'énormes capacités de gains. On a vraiment construit des modèles qui sont énergétivores, et donc ça c'est aussi d'avoir cette double logique toujours en permanence en fait. Alors ensuite, traçabilité. Sur la question de la traçabilité et de la gestion des pics en continu ou en temps réel, alors c'est un peu technique, hein, mais comme tous les fournisseurs d'électricité, on est soumis à une obligation qui s'appelle la responsabilité d'équilibre. Donc on doit assurer sur une durée donnée et sur des fréquences données également qu'on produit autant qu'on consomme. Donc aujourd'hui, nous, on sous-traite cette prestation à un acteur qui nous accompagne depuis le début, qui est un fournisseur local d'énergie dans la Vienne. À terme, on va probablement faire cette responsabilité d'équilibre. Donc on est tenu de monitorer en temps réel l'électricité qu'on injecte sur le réseau et celle qui est consommée. Et puis après, il y a une logique de marché, de revente d'électricité qui se fait en temps réel.
En France aujourd'hui, et pour mise en œuvre en 2016, peut-être 2017, il y a un nouveau marché qui va se mettre en œuvre, qui est le marché des capacités, et qui justement va adresser ce point-là, c'est-à-dire la capacité qu'ont les producteurs et les fournisseurs d'électricité de dire, s'il y a un pic de consommation, je peux produire tant. Et nous, on essaye d'être actifs pour dire si je peux produire plus en renouvelable, c'est mieux que si je peux produire plus avec une usine à gaz. Alors, ce n'est pas toujours possible, évidemment, parce que c'est des énergies un peu intermittentes, parce qu'il y a la nuit, parce qu'il y a le jour, parce qu'il y a tout un tas d'événements climatiques. Mais il y a cette question-là qui est en train de se formaliser aujourd'hui dans le marché de l'électricité français, c'est le marché des capacités. Et donc, cette capacité qu'on a à adresser les pics. Et alors, ça coûte plus cher ? Et alors, ça coûte plus cher, certes. Alors, ça coûte plus cher quand vous payez votre facture. Quand Enercop s'est créé il y a 10 ans, le prix de l'électricité pour un particulier était 35% plus cher que celui d'EDF. Aujourd'hui, 10 ans après, il est 17% plus cher. Quand vous regardez les courbes de prix d'Enercop, hors taxe, je parle hors taxe, et celle d'EDF, celle d'Enercop n'a jamais augmenté depuis 10 ans, le prix a toujours été stable, et si vous regardez les tarifs régulés de vente d'EDF, ils augmentent, comme vous le savez, tous les 6 mois ou tous les ans, et donc l'écart s'est réduit. Nous, on pense que l'écart va se réduire d'ici quelques années. On ne sait pas quand exactement, parce que c'est une question avant tout politique, et on sait très bien qu'avant chaque veille d'élection, ce n'est pas de bon ton d'augmenter le prix de l'électricité, et donc il y a des arbitrages pas possibles qui se font. Mais il ne vous a pas échappé qu'EDF demande régulièrement à ce que son prix augmente au moins de 4 à 5%, et ça tous les ans. Donc on pense que tendanciellement ce prix va augmenter. Pourquoi? C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, le prix de vente de l'électricité ne reflète pas les coûts réels. Et quand l'État et les principaux acteurs énergétiques en France auront à faire face au renouvellement des centrales, ont déjà à faire face à la sécurisation des centrales, auront à faire face à la fin de vie des centrales, et bien évidemment ça aura un coût. Et là, deuxième élément de réponse à votre question, soit ça se retrouvera sur votre facture, soit ça se retrouvera sur vos impôts. Et aujourd'hui, de facto, c'est sur vos impôts. Donc le prix relativement bas que vous payez d'EDF, en fait, vous le payez d'une autre manière. Voilà. Donc c'est un tout petit peu plus cher, ça l'est de moins en moins. Juste donner une illustration, on estime aujourd'hui qu'un foyer, 2 adultes, 2 enfants, dans un appartement sans chauffage électrique en région parisienne, le surcoût mensuel, c'est 6 €. Donc 6 € par rapport Enercop par rapport EDF. 6 €, c'est moins qu'un paquet de cigarettes. C'est 2,5. Mais si le couple fume. Et si le couple fume, non, ça vaut le coup. On va prendre 2 dernières questions. Une question là. Et voilà. Et après, on va passer à... Ah non, et une deuxième question là-bas. Et puis, ce sera tout. Et on va passer à la dernière partie de notre session. Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous avez des actions de communication auprès de vos clients pour les aider, notamment sur les bons gestes, à moins consommer, parce que l'enjeu est là aussi sur le changement de comportement. Alors, dernière question donc, du jeune homme là-bas. Et puis après, on va prendre les deux. Oui. Voilà. Vous mentionniez le réseau, est-ce que vous travaillez sur le off-grid et sur la création d'une autre infrastructure? J'ai pas tout bien compris. Est-ce que vous envisagez le off-grid? Est-ce que vous proposez de créer des réseaux disséminés au niveau des territoires? Est-ce que vous développez des offres aussi d'effacement avec les particuliers? Ok, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais Si j'ai bien compris, c'est d'avoir des réseaux locaux, c'est ça? Non, oui, la question du off-grid, parce que vous expliquez que le réseau était vraiment vertical, donc oui, c'est le système français. Est-ce que vous travaillez sur RIM. des infrastructures? Comment? Off-grid. Off-grid. Oui. Ouais, ok. Sur la première question, effectivement, j'en ai pas beaucoup parlé, et merci Anne-Catherine d'avoir mentionné le scénario Négawatt. Négawatt est parmi les créateurs d'Enercop. À l'origine de la création d'Enercop, il y a des mouvements de l'économie sociale et solidaire. Il y a des associations, des ONG, donc il y a Sortir du nucléaire, il y a Négawatt, il y a les Amis de la Terre, il y a Greenpeace. Et donc cette dimension-là dans notre accompagnement et dans notre offre, qu'on peut appeler la maîtrise de la demande de l'énergie ou l'efficacité énergétique ou les éco-gestes, elle est très présente. Elle n'est pas suffisamment développée encore à notre goût. Donc là, on est en train de développer des projets particuliers. On a un dispositif d'accompagnement qui s'appelle Dr Watt, qui guide les particuliers sur effectivement une évaluation de leur consommation d'électricité sur une période donnée, et puis la manière dont on peut optimiser sa consommation. On fait aussi des réunions de clients de sociétaires localement qui s'appellent des réunions Tupperwatt, où les gens se retrouvent entre eux et puis se donnent des conseils, ceux qui l'ont testé, qui ont testé des dispositifs.
Voilà. Aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait développé, mais ça fait clairement partie de notre offre. C'est d'ailleurs même dans nos statuts et dans notre charte. On est fournisseur d'électricité et on agit de manière concrète pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'énergie consommée. On est bien dans cette dynamique du scénario négawatt. Et donc sur la dernière question. Et sur la dernière question, elle est plutôt technique. Aujourd'hui, pour nous, on teste différents dispositifs sur l'effacement, vous l'avez évoqué, sur des dynamiques de circuits courts, sur de l'autoconsommation. C'est compliqué parce que c'est pas encore très répandu, c'est compliqué parce qu'on est soumis à des obligations réglementaires bien souvent, mais il y a tout un tas d'initiatives qui se mettent en œuvre un peu partout. Donc on teste en Languedoc-Roussillon effectivement avec, je vais me souvenir de son nom, mais un boîtier qui permet de faire de l'effacement. Non, pas Linky. Non, pas Linky. Un autre, oui, il n'est pas Linky parce que. Voilà, mais tout ça, c'est des projets d'innovation aujourd'hui. Enfin, c'est un peu une parenthèse, mais Enercop, on est un peu en train de changer d'échelle, donc on structure un peu la base de la base, c'est-à-dire notre capacité à sourcer de l'énergie en amont, à la vendre, à avoir un service client, un site web et une facturation. C'est vraiment très très basique. Donc tous ces projets-là, ils existent, ils sont plutôt gérés dans les Enercop locales, d'où l'intérêt d'avoir un réseau coopératif, c'est qu'on peut tester localement des dispositifs, mais on n'est pas encore mainstream sur ce type de dispositif et d'expérimentation. Alors, merci beaucoup Emmanuel. Marc Roquette, c'est à vous. Donc, on va à la fois... vous avez déjà vous lancé dans on parlait d'impôts avec Emmanuel. Les idées que porte Marc Roquette, c'est qu'en fait, une fiscalité adaptée permettrait de financer une transition énergétique nécessaire. Donc, c'est la démonstration qu'il va vous faire là. Et puis après, on aura quelques questions en particulier autour de la façon dont, dans l'entreprise que vous dirigez, les choses ont pu changer. C'est à vous. Bonjour à tous. Et je vous propose, pour bien éclairer la thématique comment financer la transition énergétique, d'essayer d'abord de bien comprendre l'évolution du monde dans lequel on vit. Et j'attire votre attention sur effectivement le livre de François Rodier. François Rodier, donc, c'est un astrophysicien qui a fait de la biologie sur un tard et qui constate avec stupeur que les lois de la thermodynamique qui gèrent la matière sont les mêmes qui gèrent le vivant, l'homme et les sociétés humaines. Et qu'en fait, toute la constitution de notre monde, ça n'est qu'une auto-organisation dont le moteur interne est la maximisation de la dissipation d'énergie. Alors on peut passer à la slide suivante. Donc là... Ah pardon, oui. Très bien, pardon, je ne savais pas. Voilà, alors elle n'est peut-être pas très nette. Voilà, c'est celle-ci, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est celle-ci, en fait, elle est très intéressante. C'est en fonction de l'apparition des éléments dans l'univers, leur aptitude à dissiper l'énergie. Et on voit ainsi qu'effectivement, les quarks, quand ils sont assemblés, ont commencé à dissiper plus d'énergie, puis les électrons, les molécules, les atomes, les molécules, les premiers êtres vivants, les êtres multicellulaires, l'homme et les sociétés humaines. On y apprend qu'un kilo d'homme dissipe 10 000 fois plus d'énergie qu'un kilo de planète. Et ce qui est très intéressant de visualiser, c'est qu'en fait, le stade d'organisation au-dessus de l'homme, c'est les sociétés humaines. Et comme le dit très bien Jean Covici dans son blog, on a tous 200 esclaves énergétiques, c'est-à-dire qu'il nous faut 1250 calories pour faire vivre notre organisme. Mais en tant que membre d'une société humaine, on dissipe 200 fois plus d'énergie en conduisant sa voiture, en faisant fonctionner sa machine à laver et autres. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette complexification par la dissipation d'énergie et simultanément, il y a stockage d'informations de plus en plus important et d'émergence de l'intelligence. Donc, il ne faut absolument pas être surpris de voir que l'explosion de connaissances et de conscience de l'humanité est totalement liée et consubstantielle à une explosion de dissipation et de consommation d'énergie.
L'explosion de conscience et de connaissance, on la réalise sans vraiment la réaliser, elle est totalement impressionnante. Le MEDEF disait, il y a déjà 15 ans, aux PME, attention, ça va très vite, ne soyez pas à l'écart de l'innovation, l'humanité capitalise le savoir technologique à raison de 10% par an, c'est-à-dire un doublement tous les 7 ans, et si on veut visualiser où l'humanité se rend en 2100 par rapport à 2000, c'est une multiplication par 13 780. Et donc, ce qu'on comprend très bien avec ces réflexions, c'est que le challenge de l'humanité aujourd'hui, c'est d'utiliser l'explosion de connaissances et de conscience pour gérer cette dissipation d'énergie et le faire de telle façon que l'humanité soit pérenne. Donc la première urgence, c'est bien entendu de sortir des énergies fossiles. La première urgence, par contre, c'est d'abord de viser l'excellence en matière d'efficacité énergétique. Deuxièmement, de sortir des énergies fossiles. Et troisièmement, sortir également du nucléaire, puisqu'en fait, le nucléaire, même s'il ne contribue pas beaucoup disons, au gaz à effet de serre par rapport au fossile, il a par contre le même inconvénient que le fossile, c'est que quand vous le brûlez, comme la Terre ne sait plus sortir l'énergie, vous réchauffez les océans et 95% de l'énergie se retrouve actuellement en train de chauffer les océans. Et ça sera le cas tant que l'humanité ne sera pas remis dans l'équilibre thermodynamique de la Terre, c'est-à-dire satisfaire son énergie uniquement par les énergies renouvelables. Et je suis personnellement convaincu que c'est tout à fait possible et dans des conditions économiques tout à fait intéressantes. Donc on comprend très bien que pour faire cela, il faut que l'humanité mette en place une rétroaction négative extrêmement vigoureuse pour sortir des énergies fossiles et viser l'excellence en matière d'efficacité énergétique. Et enfin, en termes de rétroaction vigoureuse, le meilleur candidat, c'est l'impôt sur l'énergie. On y pense très souvent. La seule chose, c'est que dès que cette question est abordée, il y a une levée de bouclier. Et on dit, par exemple, si on le conçoit au niveau de l'Union européenne, c'est absolument impossible. L'industrie de l'Union européenne ne sera plus compétitive. Or, cette assertion est fausse. Et l'Union européenne l'a démontré dans des grandes largeurs avec la politique agricole commune. Et en fait, on peut constater que pendant 30 ans, l'industrie des céréales de l'Union européenne, donc la meunerie, la midonnerie, la malterie, s'est développée avec des prix de blé, de maïs et d'orge 2 à 3 fois plus chers que sur le marché mondial. Et bien entendu, il y avait un truc, le truc, on le connaît très bien, c'est les compensations aux frontières. C'est-à-dire que quand on exportait notre amidon, on nous restituait la différence de prix multipliée par le coefficient de transformation. Et si le concurrent américain voulait rentrer, il avait la même pénalité pour venir vendre dans l'Union européenne. Et donc, on visualise tout de suite qu'on peut translater sur le domaine de l'énergie, ce qui a été fait au niveau de la politique agricole commune. Et on peut donc tout à fait imaginer d'avoir une rétroaction vigoureuse et imaginer qu'on peut doubler, voire tripler le prix de l'énergie. On va dire, attention, tripler le prix de l'énergie, le pauvre consommateur. Le problème, c'est que si on met l'impôt sur l'énergie, il n'y a aucune raison que l'État dépense plus, et donc il y a tout lieu de supprimer un impôt pour venir mettre l'impôt sur l'énergie. Le meilleur candidat que j'ai trouvé, puisque l'impôt sur l'énergie c'est un impôt à la consommation, c'est de supprimer la TVA. La TVA est un impôt qui est à peu près à 20% sur tous les pays de l'Union européenne, et quand on y regarde bien, c'est une mauvaise rétroaction, puisqu'en fait, elle est basée sur la main-d'œuvre. Or, la main-d'œuvre en Europe, on sait qu'elle est tout à fait abondante, et on sait par ailleurs que l'énergie doit être utilisée avec beaucoup de parcimonie.
Et donc l'idée et l'expérience de pensée de dire on arrête la TVA et on met l'impôt sur l'énergie semble aller tout à fait dans le bon sens de l'auto-organisation de l'humanité, puisque ce processus d'auto-organisation continue. Et quand vous regardez dans votre corps, il y a énormément de rétroaction. Et donc, il faut mettre au niveau du corps de l'humanité qui se constitue les bonnes rétroactions. Et donc, substituer la TVA par l'impôt sur l'énergie est une bonne rétroaction. J'ai mis donc ici sur la slide les éléments majeurs. Bien entendu, si on met l'impôt sur l'énergie, c'est une occasion formidable de tenir compte des externalités négatives des énergies fossiles. Donc l'innovation, c'est qu'on taxe l'énergie renouvelable, mais on taxe bien entendu, on surtaxe l'énergie fossile. Donc vous avez compris que la transition énergétique se fait bien entendu avec cet impôt sur l'énergie différenciée. L'efficacité énergétique se fait puisqu'en fait tous les opérateurs, que ce soit les particuliers ou les entreprises, au lieu de se trouver face à des payback en 10 ans, du coup avec un doublement voire triplement disons de l'impôt, ils retrouvent tous des délais d'amortissement beaucoup plus courts et donc ils vont financer la transition énergétique et l'efficacité énergétique avec le sourire. Et je rappelle, sans que le consommateur paye plus, puisque ça n'est qu'un déplacement d'impôt que le consommateur a de toutes les façons à payer. Mais ce type de rétroaction, c'est l'alignement des astres, puisqu'en fait, la bonne nouvelle, c'est que l'économie circulaire, on le sait, mais on ne le crie pas suffisamment, en fait, consomme beaucoup, beaucoup moins d'énergie. Et on sait que l'humanité doit entrer de plein pied dans l'économie circulaire puisqu'il y a beaucoup de ressources qui s'épuisent. Donc il faut absolument tout recycler. Et dès que vous mettez l'impôt sur l'énergie, vous emportez tous les acteurs, citoyens et entreprises dans effectivement cette économie circulaire. Et on peut tout à fait visualiser que si l'Union européenne met demain ce type d'impôt sur l'énergie, puisque ça doit se faire au niveau européen, ma conviction est en moins de 30 ans, nous avons fait la transition énergétique. Enfin, premièrement, on peut le décider indépendamment de ce que font les autres pays. Nous avons fait la transition énergétique. Nous avons fait l'excellence en matière d'efficacité énergétique, parce qu'en plus, avec ce qu'elle va apporter comme économie d'énergie, l'économie circulaire, les 50% d'efficacité énergétique mis en avant par Jeremy Rifkin, je suis absolument certain qu'on les fait. Et bien entendu, on a aussi l'avantage, en éliminant les énergies fossiles, de supprimer la pollution dans les villes. Et également, il y a une prime au premier partant, c'est-à-dire que ce système-là, l'Inde peut le mettre, la Chine, les États-Unis, je ne pense pas qu'ils soient suffisamment matures pour le faire, mais ils peuvent le faire. Mais la première région du monde qui va partir, comme c'est toutes les technologies d'avenir, va prendre une avance considérable dans toutes les technologies qui seront les technologies de demain. Et on se rend tout à fait compte qu'au bout de 30 ans, on a développé un business model énergétique pour l'Europe qui est beaucoup plus efficace que celui qu'on peut imaginer au niveau des États-Unis s'ils restent avec leurs énergies fossiles bon marché, et ce qui va avec, c'est le gaspillage d'énergie. Et je vais terminer avec ça, c'est quand on a bien compris ce que j'ai expliqué au départ, à savoir qu'il y a un lien direct entre l'intelligence et la dissipation d'énergie. En fait, gaspiller de l'énergie, j'ai tendance à dire, c'est une atteinte à la pérennité de l'entreprise, mais également à l'intelligence, c'est une atteinte à la pérennité de l'humanité, mais également, j'aurais tendance à dire, une atteinte à l'intelligence de l'humanité. Et je pense qu'on peut être tout à fait enthousiaste à entrer dans le nouveau monde. Merci beaucoup Marc, on va vous applaudir aussi. Peut-être le temps de vous asseoir. Deux petites questions. Quelle est la probabilité que ça puisse être mis en œuvre? Et est-ce que aujourd'hui vous
faites du lobbying pour ça? C'est-à-dire, est-ce que vous allez voir les autorités, par exemple de la Commission européenne ou autres, pour leur vendre le dit système? Oui, alors est-ce que ça peut voir le jour? J'ai tendance à penser que le dicton qui dit que le temps polit la vérité est vrai. Et je pense qu'effectivement cette rétroaction au niveau de l'énergie pour l'humanité s'imposera. Alors j'espère qu'elle s'imposera. C'est pas le mode de raisonnement de la Commission à l'heure actuelle, mais on ne sait jamais. Disons, quand on a vraiment bien compris le monde tel qu'il évolue, il me paraît évident que cette rétroaction autour de l'énergie, disons, s'imposera. Votre deuxième question, c'est effectivement, dans le cadre des contacts que j'ai pu avoir, est-ce qu'il y a des écoutes, disons, intéressantes? J'ai eu le plaisir hier dans cette salle d'avoir M. Legevin, donc le patron de l'ADEME. Par ailleurs, on peut peut-être le préciser, vient de publier aujourd'hui, enfin, après une polémique assez complexe, le fameux rapport qui donne un scénario de 100% de production électrique française à base de renouvelables. Donc il est disponible. En 2050, pardon, oui. Voilà, et à l'occasion j'avais dû intervenir hier, mais très rapidement, et M. Legevin, j'ai eu le plaisir qu'il mentionne le repas que nous avions eu ensemble, sur lequel j'avais pu expliquer ces théories, et qu'ils l'ont tout à fait interpellé, et donc lui et ses équipes. J'ai pu également présenter ce que je vous ai présenté à la nuit des matières premières, où il y avait les acheteurs de France. Et des échos que j'ai eus, ça a été extrêmement bien compris, y compris par l'industrie du pétrole qui, je pense, ont tout à fait perçu que la mise en place d'un tel mécanisme va accentuer ce qui nous a été décrit par le premier intervenant, c'est-à-dire on visualise bien qu'effectivement la fin des énergies fossiles et tout le risque pour l'investisseur de partir dans ce type d'investissement, puisqu'effectivement, il y a une incompatibilité par rapport à la pérennité de l'humanité. Et dernière question, dans l'entreprise Rocket, est-ce que vous êtes en 100% renouvelable déjà peut-être et quel est le chemin que vous prenez alors? Quelle est la trajectoire? Non, nous ne sommes pas 100% renouvelables, mais ce que j'aime à répéter souvent, c'est que les énergies renouvelables, c'est comme... je confonds toujours, c'est pas... Attendez, je me tourne, c'est... c'est pas d'Artagnan, non, c'est un autre personnage de... C'est si vous n'allez pas à... Voilà, la Gardère ira. Si vous n'allez pas à la Gardère viendra à vous. Et c'est ce que nous avons fait dans l'entreprise, c'est-à-dire que nous avons eu de très bonnes opportunités dans notre usine de l'Est pour aller vers les énergies renouvelables. On a, bien entendu, on fait du biogaz, on a monté une chaudière bois et on a eu l'opportunité de mettre un gros projet de géothermie pour lequel on a été soutenu par l'ADEME et qui va démarrer début 2016. Le résultat des courses, c'est qu'effectivement, cette unité sera une des unités d'agro-industrie, disons, qui sera neutre en carbone, puisque, effectivement... À quel horizon ? En fait, quasiment en 2016, puisque l'électricité vient du réseau français, mais on sait qu'il est peu émetteur de carbone, et toute notre vapeur, avec ces différentes solutions, nous n'aurons quasiment plus recours au gaz naturel. Par contre, disons, notre usine de l'Étrem, qui est 3 fois plus grosse, n'a pas ces opportunités, et ma conviction, c'est qu'en 2050, on nous demandera, parce que il faut bien comprendre qu'à l'hectare, la production de panneaux photovoltaïques produit beaucoup plus que la biomasse. Et donc, je pense que c'est ça qui va s'imposer dans un schéma tout renouvelable, c'est-à-dire qu'on va nous demander de produire notre vapeur essentiellement à partir de l'électricité. Je pense qu'en 2050, on nous demandera de tourner 75% 100% base électrique, mais comme... Et là, on pourra apporter une forte contribution au smart grid, c'est-à-dire comme nous avons les installations aujourd'hui pour produire à partir du gaz naturel 120 MW électriques et 200 MW
vapeur, en fait, on va pouvoir, en mettant simplement des chaudières à vapeur électrique, pouvoir basculer, c'est-à-dire s'il y a trop d'électricité, consommer 320 MW, c'est un tiers d'une des 6 unités de Gravelines. Et par contre, s'il y a insuffisamment d'électricité en Europe, on va pouvoir s'effacer et consommer que du gaz. Et la vision GRT Gaz, c'est un réseau en 2050 100% décarboné. Et donc, sans que les actionnaires aient eu à investir sur le site de l'ETREM, nous aurons fort probablement en 2050 une usine carbone free, puisqu'effectivement l'électricité sera de l'électricité renouvelable et le gaz sera du gaz décarboné. Donc vous êtes plus sur un objectif horizon neutralité carbone qu'un objectif 100% renouvelable comme celui que j'évoquais par exemple, qui est aujourd'hui quelque chose qui monte. Ou c'est quelque chose que vous envisagez de faire? Non, c'est-à-dire que parce que les deux ne sont pas forcément les mêmes. En fait, le problème, c'est que les entreprises doivent faire très attention de concentrer leurs investissements dans le sens du développement durable sur des choses rentables. On a pu le faire à Mannheim, on ne peut pas le faire encore à l'ETREM. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à l'ETREM, en fait, ça ne va pas vraiment être notre métier d'investir dans les énergies renouvelables. Je pense que ça va être le métier d'Enercop et de beaucoup d'autres, ni d'investir dans le biogaz. Mais en fait, on va s'apercevoir que le tuyau dans lequel on pompe le biogaz, le biogaz dans lequel on pompe le gaz ne sera plus du gaz naturel, mais sera du biogaz ou du H2 produit par l'électrolyse de l'eau. Et l'électricité qu'on va consommer ne sera plus de l'électricité nucléaire ou fossile, mais sera de l'électricité produite par les énergies renouvelables. Alors, est-ce qu'on a... Oui, on a quelques minutes pour des dernières questions de vous. Alors, il y a une question ici. Non, j'ai vu. Oui, bonjour. Brigitte Compas, je suis ingénieure-chercheur sur les villes et territoires durables. Voilà, vous avez parlé d'une nouvelle taxe. Il faut savoir que les taxes et contributions représentent 34% de la facture d'électricité des usagers et 21% de la facture sur le gaz naturel. Là-dedans, il y a l'acheminement, la CSPE, soutien aux ENR, la taxe aussi de consommation finale, y compris la TVA. Par ailleurs, dans le cadre de la COP21, la présidente du FMI pense que le moment est venu pour la taxe carbone. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors Marc, avant juste de répondre, on va prendre une deuxième question et après on va vous laisser répondre. Bonjour, I'm a student at University of Lille. Bonjour, je suis un étudiant à l'Université de Lille. Ma question est à Luc et à Emmanuel. Elle concerne effectivement la fusion nucléaire. Un certain nombre d'expériences sont menées. Nous ne savons pas quand cela sera possible. On parle effectivement des nouveaux modèles de financement dans le domaine énergétique. Comment est-ce que cela pourra impacter les modèles financiers actuels et quand sera effectif-t-il de la part dans le secteur lorsque la fusion nucléaire sera possible, si ça se passe un jour, comment est-ce que cela aura un impact sur la part du marché sur les énergies non renouvelables? Oui. Sur la taxation existante et la taxe carbone, et comment ça s'articule avec votre projet? Voilà, très rapidement, j'insiste bien sur la proposition ici. Disons, c'est totalement neutre pour le consommateur, puisqu'actuellement, il paye la TVA et on lui retire la TVA et on vient prélever une somme identique sur l'énergie. Certes, donc à l'instant T, le consommateur, parce que la consommation d'énergie est à peu près proportionnelle à la consommation, ne va pas voir la différence. La seule chose, c'est qu'à l'instant T, plus 1
On va lui permettre effectivement d'être plus intelligent dans sa consommation et de favoriser les économies d'énergie. Mais effectivement, ici, par rapport à la taxe carbone, enfin c'est une taxe sur l'énergie, on taxe les énergies renouvelables et on surtaxe les énergies fossiles. Donc si vous parlez de taxe carbone, c'est l'équivalent de cette surtaxe dont je parle. Alors, Luc, what could be the impact of the market value for the non-renewable producers? It's a good question. Votre question était excellente. C'est une question spéculative. Vous savez très bien qu'on ne sait pas quand la fusion nucléaire sera possible, à quoi elle ressemblera, quel sera l'impact. Il est extrêmement difficile dès lors de faire un commentaire sur cet inconnu. Mais ça va sans doute transformer le secteur énergétique, ce qui fait que tous ceux qui... Et dès lors, tous ceux qui sont actuellement sur le marché. Mais il faut être conscient de cela, mais on ne peut pas prédire ce qui va se passer. Je crois que c'est un élément à inclure dans les décisions prises par le secteur de la production de l'énergie. Je crois qu'au cours des 10 dernières années, le secteur du charbon a perdu 80-90% de sa valeur, étant donné le gaz de schiste. Donc nous avons un certain nombre de scénarios de ce qui pourrait se passer. Sur les taxes, vous avez mentionné, Madame, la CSPE en disant que c'est une taxe qui finance les énergies renouvelables. CSPE, ça veut dire quoi en fait? C'est la contribution au service public de l'énergie. Ça subventionne en partie les énergies renouvelables, mais ça subventionne d'autres choses. Et aujourd'hui, dans le tarif de l'électricité, effectivement, il y a un empilement de taxes. Il y a la CTA pour l'acheminement, la CSPE, le TURP, qui est un tarif d'utilisation du réseau. C'est pas très lisible. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ça a un prix, enfin, ça a une part significative dans le prix global de l'électricité. Donc, avoir en tout cas une réflexion sur plus de visibilité et de simplification de cette taxe, ça rejoint d'autres débats de manière générale sur la question fiscale, c'est une bonne chose. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en tant que consommateur d'électricité, quand vous payez ces taxes, eh bien, quelque part, vous contribuez à nourrir un système et ça ne donne pas une réelle transparence sur le prix global de l'électricité. Et sa source aussi. Et sa source, voilà. On a très peu de débats en France, donc on vous remercie d'avoir assisté dès le matin à un débat qu'on espère avoir rendu le plus compréhensible pour vous sur ce débat qui paraît absolument clé en termes démocratiques d'avoir sur non seulement les sources d'énergie que nous utilisons, mais aussi leur mode de financement. Et c'est un débat politique extrêmement important qui nous semble utile de porter le plus haut et le plus fort possible en France, à Lille, bien sûr, mais ailleurs aussi. Voilà, merci à vous.